On va reprendre, s'il vous plaît. On a, comme a dit Martina au début, on a un timing assez serré, donc je vous propose qu'on reprenne. Et je donne la parole donc à Philippe Micoureau et Marie Guilleux, qui vont nous faire une intervention à deux voix sur un exercice. En même temps, non. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va faire une présentation à deux. Je vais commencer, puis ensuite je serai la parole à Marie. Donc moi, je vais vous présenter un rétexte d'un exercice qui a lieu à la basilique Saint-Denis en mois de novembre. Voilà. Donc c'est un exercice qui a lieu le 15 novembre 2023 avec une grosse composante. On l'a vu tout à l'heure, il y a différents niveaux. Là, on est pris le niveau faire un focus vraiment sur la sauvegarde du patrimoine et la protection des œuvres. Je vous ai mis cette image, c'est quoi? C'est tout simplement l'ordre de départ que reçoit le chef de garde incendie quand il part pour feu. Et maintenant, tous les PSBC je parle pour le secteur de la BSPP, vont être répertoriés et intégrés directement à l'adresse du site concerné. Donc le responsable d'intervention qui va prendre son ordre de départ, ça sera indiqué présence de PSBC. Donc il saura en arrivant qu'il pourra s'appuyer sur une documentation opérationnelle qui est le PSBC. Donc c'est un gros travail de recensement qui est en cours. Donc l'exercice a eu lieu en collaboration avec le ministère de la Culture, le Bouclier Bleu Île-de-France et bien sûr la BSPP et l'établissement concerné. Donc là je vous ai mis une photo du poste de commandement appui. Donc sur les grosses interventions, on déploie un poste de commandement tactique pour gérer qui va aider le COS à gérer son intervention. Et sur cette dominante sauvegarde de protection des biens culturels, on rajoute un deuxième véhicule poste de commandement qui lui aura la charge de coordonner toute la partie sauvegarde du patrimoine. Donc pour créer ce secteur-là. Donc voilà, en bas vous avez les deux postes de commandement qui sont côte à côte et qui sont bien sûr complémentaires. Et sur le poste de commandement appui, où il y aura le chef de secteur sauvegarde du patrimoine qui va s'entourer des bonnes personnes, des sachants. Donc les gens du bouclier bleu notamment, ou le directeur de l'établissement, ou le responsable de la protection de l'établissement. Donc le thème qui avait été retenu, c'était feu au premier étage de la basilique, au niveau de l'orgue, avec les objectifs, on en a parlé tout à l'heure. Là, c'est améliorer la connaissance de l'établissement par les premiers intervenants. Donc c'est capital de bien connaître l'établissement dans lequel on va intervenir. La culturation avec le plan de sauvegarde des biens culturels. Pourquoi? Parce qu'un pompier, il connaît ses plans à lui, c'est le plan hectaré qu'on verra tout à l'heure. Mais le PSBC, soit il n'en a pas entendu parler, il faut être clair. Donc ça commence à arriver quand même dans nos esprits. Soit il découvre, ou soit il l'a déjà vu, mais il faut qu'il sache travailler avec. Quel renseignement il peut tirer du PSBC, qu'est-ce qu'il peut retrouver comme information, où est-ce qu'il peut amener les œuvres par la suite, la priorisation des œuvres, etc. Donc ça, c'est aussi pour nous, pompiers, un travail d'acculturation, de savoir travailler avec cet outil. Un autre objectif, c'était la mise en œuvre du matériel de protection des biens culturels, soit de l'établissement, soit de notre propre matériel qu'on peut demander sur intervention, pour pouvoir mener à bien la mission. Bien sûr, augmenter le travail interservice avec bien sûr le responsable d'établissement, mais également le bouclier bleu qui était présent sur l'exercice, avec lequel une convention a été également signée il y a peu de temps. Donc voilà quelques photos de l'exercice avec donc mise en œuvre, déplacement des œuvres ou protection des œuvres par bâchage. Mais ça, je crois que Marie en parlera tout à l'heure un petit peu plus précisément. Autre enseignement à tirer de l'exercice dans le cadre du rétexte. Donc pour nous, c'est nécessité de réaliser des exercices réguliers avec les différents services. Plus on va se connaître en amont de l'intervention, et meilleur on sera le jour J. Si on est habitué à travailler ensemble, à partager le même langage
Parce qu'un pompier qui parle à un civil, des fois, on se regarde mutuellement sans forcément trop se comprendre. La communication, on en a parlé tout à l'heure, c'est capital. Donc, plutôt on pourra travailler ensemble en amont, et mieux ce sera le jour de l'intervention. Les PSBC sont en cours de réalisation, donc notamment celui-ci, et à poursuivre, à mettre à jour. Notamment, là, Alain en a parlé, la modification de la zone de dépôt des œuvres dans la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Donc ça, c'est acté. C'est maintenant inscrit dans le plan étaré de la compagnie. Mise à jour du dossier étaré, donc établissement répertorié de la compagnie considérée. Ça a été fait. Sensibilisation des différents acteurs au PSBC. Donc explication ce que c'est un PSBC, ce qu'on peut retrouver, quelles fiches sont importantes pour nous. La photo en bas illustre bien le travail interservice, le pompier qui discute avec quelqu'un du bouclier bleu pour se mettre d'accord, quelles œuvres sont à évacuer, où, comment, etc. D'accord, amélioration de la compréhension des attentes de chacun. Je vous ai mis également en photo à l'écran, ça c'est les captures d'écran du dossier étaré de la compagnie, sur lequel effectivement on peut avoir quelques renseignements, notamment sur le plan de sauvegarde des biens culturels avec l'adresse de dépôt des différentes œuvres. Voilà. Et en recommandation, qu'est-ce que j'ai pu en retirer? C'est poursuivre les visites des différents sites, mais on les connaîtra en amont, toujours pareil, avec des exercices ou des échanges entre les différentes parties prenantes. Poursuivre la mise à jour du PSBC. Alors, ce n'est pas les pompiers qui mettent à jour le plan, on est bien d'accord, c'est le responsable de l'établissement, mais il faut que le pompier il puisse se voir régulièrement pour pouvoir la mettre en œuvre le jour J. Poursuivre la préparation opérationnelle à la sauvegarde des biens culturels, ça c'est important, que les pompiers sachent comment manipuler une œuvre, comment la protéger, comment la décrocher aussi. Également en interne, donc ça c'est uniquement pour la BSPP, il y a un règlement, une doctrine opérationnelle qui a été écrite spécifiquement sur la sauvegarde et la protection des biens culturels. Et il y a différents niveaux de réponses qui ont été mises en œuvre, qui sont mises en œuvre, suivant l'intervention, sur la demande que le COS pourra faire. Donc on a gradué la réponse opérationnelle pour cette partie spécifique de sauvegarde et protection des biens culturels. Donc voilà, j'ai mis 2-3 photos, de l'inciter d'échanger et de se comprendre, de parler le même langage le jour J. C'est important. Merci, je passe la parole à Marie. Alors moi je vais vous présenter l'intervention à Saint-Denis, mais côté bouclier bleu. Donc j'étais là pour la coordination des bénévoles, qui était une quinzaine. Déjà le but de cet exercice côté bouclier bleu, c'était le test du plan de sauvegarde de la basilique bien sûr, de faire se rencontrer et travailler ensemble les différents acteurs du site, de bien identifier les priorités de chacun et de se familiariser avec les différentes zones de poste de commandement. En fait c'était la formation aussi, la familiarisation des bénévoles au fonctionnement d'un exercice sur site. Pour le côté bouclier bleu, c'était aussi l'occasion de tester la future intervention sur site des bénévoles dans le cadre de l'organisation de la réponse à l'urgence. Donc de pouvoir compléter les missions du bouclier bleu de formation et d'information qui se passe en amont et en aval des sinistres, mais pas sur le terrain jusqu'à juin 2023 l'année dernière. Voilà. Et donc moi mes premières missions, ça a été donc la préparation en amont du matériel et de la logistique côté bénévole. Donc l'acheminement du matériel, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait le véhicule d'appui sur site, mais on a essayé d'utiliser le moins possible les consommables et de les fournir nous-mêmes. Et puis la familiarisation des bénévoles une fois arrivés avant le début de l'exercice.
Et en intervention, donc il y a eu 3 étapes pour nous. La procédure réflexe côté pompier, donc l'intervention d'abord, et ensuite côté œuvre, la sortie des premières œuvres avant même la consultation du plan de sauvegarde. Une phase de réflexion au poste de commandement entre tous les intervenants, et ensuite le retour au plan de sauvegarde pour terminer son application. Je vous ai mis quelques photos. Le déroulé de l'exercice, donc on va peut-être rentrer un tout petit peu plus en détail. C'était une simulation d'un exercice de nuit qui était censé, donc un déclenchement d'incendie à 22h, et le bouclier bleu intervenait 30 minutes après le déclenchement de l'exercice. Donc sur site, on était avec la conservatrice, qui est la responsable de la basilique pour la DRAC, qui faisait aussi le relais avec nous de la sauvegarde des biens culturels en coordination avec la BSPP. Donc voilà, vous voyez devant vous donc la photo de gauche, le premier point de contact entre la coordination du bouclier bleu et les équipes de secours de la BSPP et donc la DRAC. Sur la photo du milieu, c'est donc la zone de repli qui a été mise en place presque immédiatement après que le bouclier bleu soit effectivement arrivé sur scène, où on a déployé donc des bâches. On a essayé de délimiter une zone sèche et une zone humide en partant du principe que il y aurait donc un incendie, donc une extinction essentiellement à proximité des œuvres. Ici, vous voyez à droite le point qui a été fait au poste de commandement, donc après les premières interventions, pour avoir le retour sur sur le déroulé de l'exercice et l'application du PSBC, avec donc le véhicule d'appui que vous voyez ici. À l'intérieur donc de la zone de repli, donc les 15 bénévoles, ils ont été répartis en binôme. Il y avait un petit peu tous les types de bénévoles du bouclier bleu représentés, donc des personnels des musées, du patrimoine, et puis des étudiants. Donc c'était une opportunité de formation aussi pour eux, qu'on a essayé de répartir en fonction des compétences de chacun pour orienter, traiter et puis coordonner avec les pompiers. Donc on avait un espace de tri à l'entrée de la zone de repli avec les pompiers, avec des personnes qui dispersaient ensuite en fonction de ce que les pompiers amenaient, et à l'intérieur en fonction des œuvres, soit un stockage adapté en fonction du format des œuvres. Et puis, alors la zone de repli, la première difficulté qu'on a eue, c'était la mise en sécurité de la zone, parce que vous pouvez le voir au fond, mais c'était un couloir, donc on a tout simplement attaché des cordons, et puis les bénévoles étaient sur site. La police est arrivée un petit peu plus tard parce qu'il y a eu un contretemps, un vrai contretemps pour eux. Donc ils ont sécurisé la zone à leur arrivée. Ils ne sont pas restés jusqu'à la fin de l'exercice, mais les volontaires du bouclier bleu étaient déjà sur place pour sécuriser. Donc ça, c'était la première zone de repli. Vous voyez la sécurisation, l'arrivée de la police, et puis sur la droite, le tri en fait entre la liaison entre les pompiers et puis la récupération des œuvres par les volontaires du bouclier bleu. Alors, ensuite, on va passer à la phase. Voilà. Alors ensuite, donc on a eu, une fois que les œuvres étaient sorties, il y a eu l'étape de protection sur place, donc avec des bâches anti-feu que vous pouvez voir ici, mises en place toujours par la BSPP. Et les bénévoles du bouclier bleu étaient également à l'intérieur de la basilique pour assister et puis conseiller éventuellement, mais se former aussi à l'intervention à l'intérieur d'un établissement et à tout ce qui peut être fait pour la protection des œuvres. Donc, je vous ensuite présente les différents points de l'exercice au niveau du rétex. Donc on a fait, comme on a discuté tout à l'heure, un rétex à chaud sur site, donc où on a pu souligner les points positifs. La communication entre les différents acteurs s'est très bien passée. Alors,
il y a eu, je ne me suis pas présentée naturellement au COS, mais c'est un réflexe du coup que j'aurai maintenant, de ne pas rester en attente et de fournir l'information aux pompiers, pas réfléchir à la courtoisie, mais ce qu'on disait tout à l'heure, limiter la communication, aller à l'essentiel, et puis si on n'est pas encore nécessaire, on nous dira de nous maintenir en retrait. Donc l'identification des rôles, notamment par les chasubles que vous avez pu voir, donc on avait les chasubles boucliers bleus qui marchaient bien, qui auraient pu être aussi utiles pour la conservation, mais qui ont été très efficaces aussi pour la BSPP pour nous identifier, venir vers nous et se repérer sur les différentes personnes qui étaient sur site, parce qu'on était aussi devant la place de la basilique. Donc il y a eu une excellente réactivité des bénévoles, même ceux qui étaient novices, sur l'enregistrement de l'exercice, la prise de notes, se présenter pour accomplir des tâches, les bons réflexes de conservation et l'assistance. Et on a pu fournir un soutien logistique important pour la personne qui est en charge de la conservation au sein de l'édifice, qui était donc toute seule. Et donc ça a permis également en interne de nous former aux différentes missions du bouclier bleu et de la réponse à l'urgence, et également avec notamment certaines personnes du ministère ou du clergé de diffuser les missions du bouclier bleu, l'avantage que l'on peut présenter sur ce type d'intervention pour faciliter l'exercice et la sauvegarde des biens culturels. Pour ce qui est des points donc d'amélioration, la liaison avec le COS dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, la hiérarchie au sein de l'équipe de bénévoles, on parlait tout à l'heure de temps mort, effectivement, on a été pas mal mobilisés pour les points d'information. Donc à l'intérieur de la zone de repli, il y a eu ces petits temps morts qui auraient peut-être été mieux résolus. Alors cette question de la hiérarchie, elle s'est posée au niveau de cet exercice. Après, pour tout ce qui est réponse à l'urgence, évidemment, c'est traité. La hiérarchie est mise en place en amont et il n'y aura pas ce type de problème logistique. Le gros point sur cet exercice a été l'accès au PSBC, que l'on n'a pas eu tout de suite et qu'on a eu de manière assez tardive finalement. Donc on a entamé de nous-mêmes une liste des œuvres qui nous étaient amenées dans la zone de repli. C'est lié au fait, principalement au fait que c'était un exercice, donc un PSBC fictif avait été créé, donc qui n'avait pas été relié. Donc quand les pompiers sont partis avec les fiches d'intervention qui les concernaient, ils ont embarqué tout le sac des fiches PSBC, donc ce qui nous a quand même ralenti pour le traitement des œuvres, le suivi, la sécurité, voilà. Et après, à titre personnel, sur cette intervention, j'ai trouvé également que la marge d'intervention aurait pu être définie un petit peu plus clairement entre le responsable de la collection et le bouclier bleu. C'est vrai que on a plutôt l'habitude d'intervenir sur des collections qui nous concernent, et là c'était difficile pour la responsable d'être et avec nous et avec la BSPP. Donc dans son attente et sans le PSBC, on avait besoin de savoir de quelle manière on pouvait intervenir sur des œuvres qui n'étaient pas des œuvres fictives, mais bien des œuvres de la collection. Alors pas les premières priorités, mais voilà, donc ça nous a un petit peu ralenti, mais on a quand même pu traiter les œuvres qui nous étaient amenées du point de vue de la conservation, de tout ce qu'on aurait pu faire. Alors la chaîne de traitement n'a pas été mise en place parce que c'était la première zone de repli, et on était toujours dans l'assistance aux pompiers. Voilà, mais globalement ça a été un exercice très réussi, notamment grâce aux bénévoles et à une très bonne coordination, et je vous remercie de m'avoir permis de participer, et je remercie tous les bénévoles pour leur aide et leur soutien. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc les interventions suivantes vont se dérouler à distance. Donc on a 2 rétextes d'exercices qui se sont déroulés cette fois dans des musées. Donc nous devrions avoir en ligne Bénédicte Joly du musée archéologique du Pays Thionvillois.
Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Bénédicte Joly, régisseur des collections au musée archéologique du Pays Thionvillois, donc la Tour aux Puces. Je vais vous faire part aujourd'hui de notre retour d'expérience concernant l'exercice pompier que nous avons mené dans le cadre du PSBC. Alors, dans un premier temps, je vais juste revenir sur les faits qui nous ont poussés à rédiger un PSBC et à mettre en place des mesures en cas de sinistre et surtout à réaliser, pour notre cas, un exercice de manœuvre. Donc, en premier lieu, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, mais c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a été un petit peu l'électrochoc pour nous, d'autant plus que le risque majeur chez nous est le risque d'incendie. Donc, en effet, le musée a été par 2 fois victime d'un départ de feu qui a relativement été vite maîtrisé, notamment par la présence du personnel en place au musée, donc agents d'accueil et agents d'animation. Alors, pour rappel rapide, le musée ne possède pas de système de détection incendie car nous sommes un ERP de 5e catégorie pour qui la seule présence du sifflet était suffisant. Donc, ce qui est très bien et encore lors du temps d'accueil d'ouverture au public, mais qui rend vulnérable en matière de détection incendie le musée durant les périodes de fermeture du bâtiment, donc ce qui est assez problématique. Autre élément qui nous a poussé à rédiger un PSBC, c'est aussi la complexité à la fois de la situation du bâtiment au sein de la mairie centrale, hein, vous le voyez sur la petite image qui est en bas. Donc le bâtiment est matérialisé par le rond bleu, donc la Tour aux Puces c'est le rond bleu, et donc est implanté au niveau de la mairie centrale, donc les bâtiments qui sont sur la partie haute à gauche, et elle est également bordée par le bâtiment qui ressemble à un H ici, par le tribunal de la ville. Tous ces bâtiments sont accessibles via un espace qui est fermé par une barrière, donc premier blocus d'accès. Il faut ensuite accéder à un parking qui est généralement plein. Et pour accéder au musée, vous le voyez, il y a une arche ici qui empêche à tout gros dispositif d'incendie d'accéder directement au musée, donc notamment camion à échelle. Donc seul un véhicule de type master, ambulance peut éventuellement passer ce porche. Donc, le but est donc de faire prendre conscience aux éventuels intervenants de l'implantation du bâtiment, mais aussi du plan du bâtiment lui-même qui est assez complexe puisque nous sommes dans un donjon qui a été édifié au XIe, XIIe siècle et qui comprend un découpage assez scabreux de plusieurs étages et entresols qui sont accessibles via des escaliers assez étroits, des escaliers en collimation, etc. Donc c'est vrai. Vraiment, le fait de faire prendre conscience aux différents intervenants de la complexité de l'environnement et du bâtiment, afin d'éviter de préserver au maximum les collections, de permettre un accès rapide et efficace en cas de sinistre. Alors, concernant le PSBC, donc on va très rapidement s'inscrire aux ateliers de PSBC de 2019, collecter toutes les informations nécessaires, évaluer les risques bien qu'on en ait bien connaissance, faire les choix des œuvres à prioriser et débuter la rédaction dès les premières séances du PSBC. En parallèle, on va prendre contact avec les services du SDIS 57 dès le mois de décembre 2019 et on va pour ce faire rencontrer le lieutenant Serge Waltner, donc qui est adjoint au chef du service opération de la caserne de Thionville. Alors, nous allons sur place au SDIS rencontrer cette personne et lui présenter le projet PSBC du musée. Et par chance, il est déjà familiarisé avec cela puisqu'il a déjà travaillé sur le sujet à l'occasion de la cathédrale de Metz. Donc, il nous confie quelques exemples de fiches d'œuvres, nous parle des autres moyens de protection à mettre en place au niveau du musée, notamment l'achat de bâches ignifugées. L'achat de bâches ignifugées pour protéger les œuvres sur place, etc. Donc on ébauche quelques solutions rapidement ensemble et on décide de faire un premier rendez-vous de visite des lieux avant de réaliser les exercices.
Donc sur la partie gauche de l'image, vous pouvez voir le compte-rendu du lieutenant Wagner, donc, qui mentionne justement les choses nécessaires à effectuer. La première visite des lieux a ensuite lieu avec le lieutenant Wagner et son supérieur hiérarchique, le capitaine Aurélie Beck, chef du bureau prévision et opération. Et là, les premiers constats sont rapidement faits, hein. On analyse très facilement les risques, donc qui sont le départ de feu, en l'occurrence chez nous. On voit qu'il y a un certain manque au niveau du matériel, donc on prévoit différents achats pour réaliser l'exercice. Et on note bien l'absence d'un système de détection incendie dans le musée, hein. Donc on opte pour 3 dates d'intervention pour faire intervenir un maximum d'équipes sur les lieux. Donc 3 jours complets sur lesquels vont se dérouler plusieurs exercices avec plusieurs équipes. Ces rendez-vous sont fixés le 23/3/2020, mais seront malheureusement reportés à la suite de la crise sanitaire. Donc cette crise sanitaire aura quand même quelques effets positifs sur le PSBC, puisque, vous le verrez, elles vont nous permettre de faire la poursuite rédactionnelle de la partie opérationnelle du plan de sauvegarde et de préparer les fiches d'œuvre pour l'exercice qui sera reporté à la fin du confinement. Donc vous avez ici quelques exemples de fiches d'œuvre, de fiches bâtiments, implantation et de la liste des zones, des œuvres à protéger ou à évacuer en fonction des besoins. Alors, un élément supplémentaire viendra appuyer et renforcer notre demande insistante aux instances supérieures d'ajouter un système de détection incendie, et je me permets d'appuyer dessus puisqu'on a tout à l'heure entendu parler de la MISA. Donc c'est le contrôle de la MISA à l'occasion d'une demande de prêt que le musée a formulée auprès du musée du Louvre. Donc en la personne du commandant de police Guy Tubiana, qui est donc venu faire un petit tour du musée pour vérifier les points de sûreté et de sécurité du musée. Donc on était relativement bon sur la majorité des points, mais il y a quand même quelques recommandations qui ont été formulées, notamment l'ajout du fameux système de détection à incendie pour les périodes en dehors du temps de présence du personnel. Et également l'installation d'une caméra extérieure avec retransmission à la police municipale. Donc, chose qui sera faite en 2020. Et vous voyez, je l'ai mentionné juste au-dessus, que l'installation du système de détection incendie ne sera opérationnelle qu'au 6 décembre 2023. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi tardif? C'est tout simplement parce que l'inscription au budget n'était pas forcément dans les priorités des services techniques de la ville de Thionville. Le service technique a pris un petit peu de temps à la rédaction du cahier des charges, a pris du temps aussi à comprendre les contraintes du bâtiment, le fait que c'était un monument historique, qu'on ne pouvait pas forcément faire n'importe quel trou dans n'importe quel endroit du musée, que tout était soumis à autorisation. Le lancement des marchés a été aussi assez compliqué, il y a eu plusieurs visites sur place, etc. Donc tout ça, ça a pris énormément de temps. La fin de la crise sanitaire arrive et du coup, on décide de relancer les exercices qui étaient prévus. Donc, on prend un nouveau rendez-vous avec le SDIS et trois jours sont fixés, donc le 14, 15 et 16 septembre 2020 pour les premiers exercices de manœuvre. Donc, vous voyez sur la photo à gauche, le musée a décidé d'établir une note de service afin de prévenir le maximum de personnes qui ont accès au bâtiment, à l'espace de la mairie, pour informer de l'exercice qu'il va y avoir, et aussi des problèmes de circulation qui pourraient être engendrés du fait de la présence des nombreux véhicules de pompiers qui devaient stationner dans la cour du château. Donc cette note a été à destination du DGS, du directeur général adjoint des services également, du référent de la police municipale, mais également à destination du tribunal puisque le bâtiment est attenant à la mairie. Concernant l'exercice
en lui-même, le scénario qui a été choisi, c'était un départ de feu classique, hein, puisque c'est le risque majeur chez nous. Et 2 œuvres à évacuer ont été sélectionnées en accord avec le responsable des collections. Donc, ce seront 2 facsimilés qui seront choisis. Donc, le premier, c'est celui que vous voyez en bas de l'écran, donc qui est une copie de la statuette équestre de Charlemagne qui est présent, qui est issue du trésor de la cathédrale de Metz. Et le second, c'est l'édiculat de Fontoy, donc qui a été remplacé pour les besoins de l'exercice par une copie. Alors, les premiers actes le jour de l'exercice ont été de faire prendre connaissance aux pompiers du scénario et des fiches d'objets à évacuer. Donc, les fiches ont été plastifiées pour une meilleure prise en main, on va dire. Et alors, ce qu'on peut noter comme problématique, c'est que nous n'avions pas, en tant que personnel intervenant du musée, de signes distinctifs qui nous permettaient d'être identifiés en tant que tels. Donc, on n'avait pas de dossard, on n'avait pas de brassard, on n'avait rien de tout ça. Il faut savoir que le rendez-vous était programmé, donc on se tenait le jour J à proximité du musée et du coup on n'a pas pensé à cet élément-là. Après coup, du coup, on a opté pour le choix de tours de cou avec des badges reprenant nos noms, prénoms et fonctions pour être plus facilement identifiables, à voir si ce format-là est convenable ou non par la suite. Alors, les pompiers se sont ensuite complètement équipés en fonction du scénario qui avait été choisi afin de coller au maximum à la situation entre guillemets réelle qui était établie. Nous avons fait le choix de ne pas générer de fumée et ça, c'était un choix du directeur du musée pour essayer de limiter au maximum les désagréments dans le bâtiment. Alors, quelques variantes, cependant, ont été choisies pour l'exercice. Le premier scénario, c'était le fait que le musée était ouvert et du coup, nous étions à proximité du bâtiment puisque nos bureaux sont attenants au musée. Et du coup, nous avions fourni aux pompiers les clés des vitrines qui leur évitaient ainsi de passer par une boîte à clés afin d'accéder directement aux vitrines. Alors, les caisses et tout le matériel nécessaire était stocké dans nos bureaux. Donc, du coup, ils ont également eu accès rapidement à l'ensemble du matériel nécessaire à l'exercice. Le deuxième choix d'exercice, c'était du coup de les faire passer, de faire en sorte que ils étaient seuls à l'arrivée du sinistre et que le temps que nous arrivions, c'était à eux d'aller chercher les clés dans les boîtes à clés. Boîte à clés qui, vous pouvez le voir, est située juste à côté du tableau électrique. Donc ça a notamment été une problématique qui a été relevée après coup, puisque on nous a dit que ce n'était pas forcément judicieux d'avoir placé cette boîte à clés à proximité du tableau électrique qui était un risque d'incendie majeur. Et du coup, donc, on nous a préconisé de déplacer cette boîte à clés et d'autant plus de la changer, car la boîte à clés s'ouvrait elle-même par une clé qui était située dans un autre espace du bâtiment et qui compliquait un petit peu l'accès. Donc, une boîte à clés avec un code a été suggérée. Concernant l'évacuation, donc les pompiers ont été confrontés aux différents systèmes d'ouverture des vitrines. Bon, pour les 2 œuvres à évacuer, c'était à peu près les mêmes types de vitrines, donc soit une ouverture par la gauche, soit une ouverture par la droite. Sur les fiches, tout était normalement mentionné, donc on voit en rouge sur la fiche ouverture vitrine vers la droite pour cet objet-là. Concernant l'autre objet, l'ouverture se faisait par la gauche. Voilà, parce que tout bêtement, on avait un mur à droite, donc c'était pas possible de l'ouvrir dans l'autre sens. Donc tout ça a été mentionné sur les fiches. De façon générale, le constat était assez positif. Le repérage des œuvres était relativement aisé par les pompiers. Quelques difficultés à la manipulation des œuvres qui pourraient paraître glissantes du fait de la présence des
des gants ou des choses comme ça, et forcément l'accès, les escaliers en collimation qui étaient un petit peu compliqués, la hauteur des portes, etc. Donc là, on voit notamment sur la photo suivante les pompiers évacuer une des œuvres, et on voit effectivement que l'accès au bâtiment n'est pas forcément évident. La sortie des œuvres, ça a été assez bref, hein. Comme je l'ai dit, on a choisi plutôt une option manœuvre. On n'a pas fait un exercice grandeur nature. On a cependant bien précisé où se situait la zone d'évacuation temporaire. Donc ici, c'est l'accès qui nous amène à nos bureaux, qui est vraiment à proximité du bâtiment et pour laquelle on a une porte sur la gauche et qui nous permet donc d'accéder à nos bureaux et à tout le matériel nécessaire dont on aurait besoin pour la zone de stockage temporaire. Alors la zone extérieure est aussi favorisée puisqu'il y a une grille qui peut protéger le mobilier volumineux, ce qui peut être parfois assez pratique dans l'urgence. Alors une fois l'exercice terminé, on a proposé à l'ensemble des équipes qui sont intervenues de leur faire une visite intégrale du musée pour qu'elles aient vraiment une meilleure connaissance du bâtiment et qu'ils puissent apprécier un petit peu toutes les difficultés des accès, etc. Alors très rapidement le bilan, quelques modifications ont été apportées sur le plan de sauvegarde initial, hein, forcément. Ce plan de sauvegarde est revu assez régulièrement en fonction des arrivées et des départs de certains de nos collègues, des changements de numéro de téléphone, etc. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit, nous avons créé les badges reprenant les noms, prénoms et les fonctions du personnel. Et on a modifié, comme vous pouvez le voir sur la photo, l'emplacement et le type de la boîte à clés selon les préconisations des pompiers. Alors, l'avantage de cet exercice et de l'impact qu'il a eu sur nos instances supérieures, c'est qu'il a fait vraiment une prise de conscience de la portée de la sécurité du bâtiment. On a pu installer un système de sécurité incendie qui a même été validé lors de la visite périodique de la commission de sécurité de la ville. Donc je pense qu'ils ont un peu pris conscience en fait de la portée et suite à nos nombreuses alertes et au compte-rendu de la MISA et du SDIS, de l'importance qu'avait ce système de détection incendie pour nous et des pertes considérables qui pouvaient être engendrées si nous n'avions pas ce type de système de détection. L'installation de la caméra également est une grande avancée pour nous, puisqu'elle permet aussi bien d'assurer la sécurité et la sûreté du bâtiment. Et la sécurité, pas que sur le plan incendie, mais sur les dégradations, sur d'éventuelles inondations, même si ce n'est pas forcément le risque majeur du musée. Donc évidemment, cet exercice a été réalisé en 2019. Je pense qu'il serait grandement temps de refaire une session, d'autant plus qu'il est possible que le personnel pompier ait changé, qu'il y ait eu des départs ou des arrivées et qu'il faudrait sensibiliser donc les nouveaux au bâtiment et aux problématiques du musée. La mise à jour est aussi nécessaire pour le personnel du musée puisqu'on nous avons eu 2 arrivées récentes. Et puis surtout, nous avons fait l'achat de bâches ignifugées et je pense que l'exercice de 2019 qui était consacré uniquement à l'exercice d'évacuation pourrait être pour le prochain consacré à de l'évacuation mais aussi de la protection sur place. Voilà pour rapidement. J'espère que j'ai pu être assez rapide et concise sur ce qui s'est passé au musée. Voilà rapidement pour notre retour d'expérience concernant le musée de la Tour aux Puces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Bénédicte. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le chat pour Bénédicte? Oui.
Alors, il y avait une question effectivement sur le chat à destination de Bénédicte, mais également d'autres personnes concernant le sujet des codes d'accès. Là, une personne sur le chat se posait la question sur est-ce que les codes d'accès sont-ils une bonne ou une mauvaise idée, dans la mesure où la question se pose sur la centralisation et qui détient les codes pour accéder soit à la boîte aux clés ou soit aux accès directement aux entrées. Alors, pour la boîte à clés. Pour la boîte à clés, on a mis le code dans le PSBC. Clairement, parce qu'on ne le voyait pas au cas où nous n'arriverions pas assez vite. On a décidé de mettre le code dans le PSBC directement. Alors, la réponse que je fais au ministère de la Culture, à la MISA, c'est que les boîtes à clés, alors soit elles sont en position en hauteur et les pompiers avec l'échelle peuvent y accéder, il n'y a qu'eux qui peuvent y accéder, c'est la première solution, ou alors éventuellement il faut savoir que les pompiers maintenant, avec les systèmes d'alerte, en fait ils peuvent mettre un certain nombre d'informations sur la fiche de départ, comme vous l'a montré Philippe tout à l'heure, et on peut très bien montrer le code de la boîte à clés qui est inscrit à l'intérieur. Donc personne ne va y voir à partir du moment... Comment ? Comme l'interphone de la mairie. Voilà, tout à fait, comme l'interphone de l'entrée de l'immeuble quand on arrive dans l'immeuble. Voilà. Donc ça, c'est des informations qui peuvent être mises sur la fiche de départ de pompier à l'appel. Encore faut-il que ce soit vu avec eux avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Il y avait d'autres questions D'accord. Peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on passe à l'intervention suivante ? Merci beaucoup Bénédicte pour ce rétex, enfin ce retour sur l'exercice. Bravo de vous être lancée. Et je passe la parole à Séverine et Charlotte, si elles sont parmi nous. Et vous devriez la voir en plein écran. Oui, c'est parfait. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup pour l'invitation à venir participer à ce webinaire qu'on suit d'ailleurs toutes les deux depuis le début. Nous sommes Charlotte Maillard, ma collègue du Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, qui est régisseur général des collections, et Céline Petit, je suis responsable des collections du Musée du Temps. Pour vous donner un bref aperçu du contexte, on va aller assez vite. Les musées d'art et du temps, c'est une direction mutualisée qui concerne deux établissements, le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, avec les collections de Beaux-Arts, d'Archéologie et d'art graphique, et puis le musée du temps, qui est un musée avec des collections de sciences et techniques, collections historiques et aussi d'art graphique et Beaux-Arts. Donc une même direction, deux établissements qui ont eu le moment de commencer à travailler sur le PSBC en printemps 2021. Vous avez un calendrier, un rappel des ateliers de travail. Nous avons travaillé depuis un an sur nos essais sélectifs avant de tester, avant de mettre en place des exercices en condition, ce qui est arrivé au printemps 2022 pour le musée des Beaux-Arts qui a réalisé un exercice de grandeur. Et aux étudiants, nous n'avons pas été encore GA, mais nous avons mis en place la dispositif dont je suis juste pour donner un petit peu concrètement une idée du musée des arts et de l'archéologie, juste pour rappeler ce que dit le responsable et comme ça vous invite ceux qui ne le connaissent pas à venir. Donc c'est un établissement qui est à l'origine en fait était le Palais commun du 19e siècle, qui est devenu université et qui a en son cœur désormais depuis 1970 une structure centrale en béton avec une verrière, et on a en fait c'est un peu labyrinthique puisque vous avez des plans inclinés qui ne suivent pas forcément tous les niveaux des ailes latérales, et on a des passerelles et pas forcément des escaliers qui permettent d'aller d'étage en étage. Au niveau de la construction, on se retrouve donc à la fois avec de la pierre, du béton, du métal, on a les grilles, notamment sur les fenêtres du rez-de-chaussée, et on a la partie la plus fragile, on va dire, du bâtiment qui correspond à sa charpente, donc on a le bois qui est sous les combles, et puis la verrière
en partie centrale aussi du bâtiment. Il y a différentes activités qui sont menées au musée au-delà d'accueillir les visiteurs et de leur présenter les œuvres dans les collections permanentes et lors d'expositions temporaires. On a un cabinet d'art graphique qui sert à la fois de réserve des dessins, des estampes, etc. et aussi d'accueil de chercheurs. On a une réserve interne, on a des ateliers pédagogiques et on a une salle de conférence et une boutique. Vous verrez par la suite avec la situation de l'implantation du musée du temps, on n'a pas le même cas avec ma collègue puisque le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, lui, est vraiment isolé sur une place où il y a aussi le marché qui se déroule 2 fois par semaine et on est aussi à proximité d'un cinéma, mais on est assez isolé. Donc depuis 2021, comme le disait ma collègue, en collaboration avec les sapeurs-pompiers, j'organise donc généralement entre fin janvier et la fin du mois de mars des formations régulières pour les sapeurs-pompiers. Donc au niveau de Besançon, on a 2 casernes qui s'appellent caserne Est et caserne Centre. Et en fait, on forme à peu près plus d'une centaine de pompiers chaque année. Donc, c'est des formations que j'organise tous les mardis matins, donc entre 10h et 12h30. Et on fait une montée en puissance chaque année. Donc, chaque année avec le pompier référent pour le PSBC des 2 musées d'ailleurs. On fait un point en amont à la fin de l'année qui précède pour voir quel type de formation on va proposer. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, on commençait la formation par une visite des lieux et ensuite on placé sous l'angle du PSBC, donc où se trouve le SSI, où se trouvent les mallettes de matériel dispositif d'accueil des secours pour les sapeurs-pompiers, où sont les accès, où sont la chaufferie, les locaux techniques, etc. Et dans un second temps, on faisait des petits ateliers de manipulation. Donc, comment on manipule une peinture, comment on manipule un objet 3D. Donc, à la fois, ça peut être une sculpture 18e comme un objet archéologique, et où on repère les dessins, les arts graphiques et comment on accède au cabinet d'art graphique. Ça, c'était la première année. La deuxième année, on continuer à faire une visite dans un premier temps. Et ensuite, j'ai créé un jeu de pistes. Donc, on divise le groupe de pompiers qui vient en formation en 3. Et donc, il y a un groupe qui doit rechercher dans les conditions réelles une fausse peinture. Donc, vous avez le cas, par exemple, en bas, à peu près dans la partie centrale de la diapositive. Voilà. Vous avez aussi un autre groupe qui, lui, doit retrouver, donc avec des faux plans, par contre, le vrai matériel doit retrouver un objet 3D. Donc, en l'occurrence, ils doivent déclocher donc trouver les ventouses, etc., déclocher et récupérer une sculpture. Et puis, on a le troisième cas où ils doivent donc sortir une boîte de dessin. Donc là, pareil, ce sont des faux dessins. Et cette année, donc c'est encore lieu actuellement jusqu'au 26 mars, on ne fait plus de visites puisqu'on considère que les sapeurs-pompiers ont eu 2 sessions les dernières années pour connaître les locaux, mais on sait très bien qu'il y a des pompiers volontaires donc qui, eux, ne connaissent pas forcément les lieux. Et l'idée, c'est vraiment de les mettre en situation maintenant juste avec un plan. Et donc, on continue là à leur faire trouver à la fois une peinture, décrocher, évacuer, pareil pour une sculpture et des dessins. Et dans un second temps, donc c'est pour les 2 dernières photos que vous avez sur la gauche de la diapositive, je leur demande de repérer 10 espaces différents dans le musée qui sont symbolisés par un petit drapeau. Donc, on a un repère. Donc, ça peut être repérer le SSI, repérer la caisse de matériel, repérer les combles, repérer la baie accès pompiers de telle salle, repérer la machine fugée pour telle œuvre. Et ils doivent en fait récupérer, pour nous prouver qu'ils ont bien repéré les lieux, ils doivent me ramener une pastille qui correspond au repère demandé. Alors, on a fait, je vais passer, oui, pour laisser plus de temps aussi à ma collègue après, mais suite à en complément de ces formations, donc à l'issue de la création du PSBC, donc du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, on a organisé donc le 24 mai 2022 un exercice de grande ampleur qui a été en fait réalisé en association avec la préfecture du Doubs
qui a voulu associer cet exercice plan de sauvegarde des biens culturels à un exercice de sécurité civile, donc relevant du dispositif Orsec. Et ça a pris à peu près 4 mois pour réaliser l'ensemble de cet exercice, en comptant les réunions de lancement, réunions de suivi, enfin tout ce qui est réunion. Mais aussi, comme on l'a vu en début de session cet après-midi, la création d'une fausse salle d'exposition, de fausses œuvres. On a aussi un peu communiqué et surtout, on a créé donc un scénario qui a été tenu secret. Donc, ça a été à chaque fois élaboré par un ou deux représentants, soit de la préfecture, soit des sapeurs-pompiers, soit de la police nationale, police municipale, d'un service de la ville qui s'appelle Direction Prévention des risques urbains, donc en gros qui gère un petit peu tout ce qui est sinistre au niveau de la ville. Il y avait également la conseillère musée de la DRAC qui était présente, et donc moi et un de mes collègues du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie qui étions présents. Et donc on a tous, en fait, sur ces 4 mois, contribué à alimenter la création du scénario. Et de là, on a établi également un cahier des charges, comme on l'a vu tout à l'heure, des conventions d'exercice, un chronogramme. Et moi, j'avais juste tenu à informer le directeur de nos musées, comme quoi il y aurait un exercice. Je ne lui avais pas donné tous les tenants et aboutissants du scénario, mais voilà, il avait en gros l'idée de cet exercice. Et les objectifs qu'on avait fixés pour cet exercice, c'était de vérifier l'opérationnalité des agents et du plan de sauvegarde, donc vraiment tester la chaîne d'alerte, savoir si les agents pouvaient venir. Sachant que cet exercice, on avait simplement dit à nos collègues que le mardi 24 mai, dans l'après-midi, entre 13h et 18h, il y aurait quelque chose, mais on ne leur avait pas dit voilà, ce qui se passerait. Ensuite, c'était aussi de vérifier la faisabilité de la mise en sécurité des œuvres d'art et qu'on puisse prendre aussi vraiment la mesure de la montée en puissance d'une évacuation et d'un tel exercice aussi, enfin en tout cas en cas de sinistre. Donc pouvoir identifier, localiser les œuvres prioritaires, les protéger sur place ou les évacuer. Et puis, comme je le disais, il y a eu énormément de participants, on était plus de 100 personnes, de voir aussi comment on se coordonnait entre sapeurs-pompiers, entre musées, entre police nationale municipale, entre préfecture, DRAC, etc. Donc du coup, je peux passer. Donc là, je vous ai mis par exemple une vue, un plan de masse. Le scénario de base pour vous le communiquer. Donc c'était le mardi 24 mai 2022, donc jour de marché au centre-ville de Besançon. Il y avait une chaleur accablante qui rayonnait sur les toits du musée et un miroir ancien positionné dans les combles a embrasé la matière présente sur les sols. Et donc cet événement est à l'origine d'un départ de feu dans les combles du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. Ça, c'était vraiment le début du scénario. Et l'objectif, moi aussi, dans un premier temps, c'était de voir si mes collègues, notamment de la conservation, puisqu'on avait 5 équipes, conservation, logistique, sécurité, sûreté, communication et équipe de commandement, savoir si on pouvait tous être mobilisés et savoir à peu près ce qu'il fallait faire. Mais étant donné aussi l'ampleur du scénario, on n'a pas pu tout mettre en place comme si c'était un vrai sinistre. Donc j'avais préparé, on avait délimité un secteur pour pas que les badauds, par exemple, qui passaient près du musée, passent dans le périmètre et gênent dans un premier temps les collègues, parce que c'était la première session. Donc, je voulais qu'on soit moins perturbé de ce côté-là. Et puis, vous voyez peut-être sur la gauche du bâtiment, il y a des voies du tramway. Donc, pareil, j'avais contacté l'entreprise qui gère les tramways pour les prévenir de cet exercice. Donc, ils roulaient moins vite, puisqu'on a dans les zones de repli, on avait un bâtiment qui est de l'autre côté de la voie du tramway. Donc, nos collègues devaient évacuer, accompagner la police municipale. Donc, l'idée, c'était que tout le monde soit un peu préparé. Donc, il y avait déjà des barrières, il y avait déjà des vite-abris. L'idée, c'était pas de tester justement l'arrivée de ce type d'équipement qui, on le sait très bien en cas de sinistre. En tout cas, nous, au niveau de la ville de Besançon, ne viendrait pas directement, il y aurait un délai. Mais voilà, une fois que c'est déjà installé, ou en tout cas, comment on prend en main les choses. Et donc en fait c'est à 14h, donc 1 heure après qu'on avait prévenu les collègues qu'il pouvait se passer quelque chose, un pompier est allé dans les combles et a allumé
avec un petit briquet à déclencher une alarme incendie. Puis je vais peut-être que vous ne voyez pas qu'il y a une alarme incendie. Et donc de là, on avait aussi prévu une victime dans les combles dont le pronostic vital était engagé. Et donc on va juste vous montrer quelques photos prises lors de l'exercice. Donc en haut à gauche, donc vous voyez une partie de la fausse salle d'exposition que j'avais créée. Donc ce sont que des facsimilés, pardon. J'avais demandé à mes collègues de la médiation de pouvoir emprunter des facsimilés de tableaux. Et puis on a la chance à Besançon d'avoir un atelier de moulage. Donc j'ai pu aussi bénéficier de moulage d'œuvres réelles qu'on a dans le musée, mais donc qui là sont des reproductions. Et autrement, j'avais utilisé des vieux cadres, mis un fond de carton et collé des reproductions A4 de tableaux. J'avais récupéré des vieux socles, des vieilles cloches pour mettre aussi de faux objets 3D. Vous voyez aussi un petit visuel de la fausse victime, donc c'était un mannequin qui était dans les combles, donc d'environ 40 ans. Et ça, pareil, au moment du déclenchement du PSO et du sinistre, donc nous, les collègues de l'accueil, on fait la levée de doute. On remarquait que sur le cahier d'inscription à l'entrée du musée, soi-disant, donc j'avais inscrit moi-même à la veille, comme quoi il y avait un faux technicien qui était dans les combles. Et donc, ils ont signalé aux pompiers qu'il y avait une victime, en tout cas qu'un technicien était rentré et qu'ils ne l'ont pas vu ressortir. Et donc, ça a pris à peu près bien 40 minutes à 1 heure pour que les pompiers localisent la victime, ce qui fait qu'entre-temps, notre directeur avait déclenché le PSO et donc les équipes du musée s'étaient mobilisées sur la place du musée et pendant un petit moment n'ont pas compris pourquoi on n'évacuait pas tout de suite les œuvres, mais parce que en fait la priorité, ça se comprend, est donnée aux victimes. Et ce n'est que 40 minutes plus tard que le début des opérations d'évacuation des œuvres a pu être fait. Vous voyez qu'ils avaient déployé aussi la grande échelle pour aller s'attaquer au faux feu qui donc prenait part au niveau des combles et de la toiture du musée. Et donc là, vous voyez des visuels en fait de l'équipe d'intervention, le secteur incendie du musée, donc qui essaye d'accéder dans les combles. Donc ils sont venus, ils ont déroulé tous leurs tuyaux. Et une fois qu'ils ont localisé le feu et la victime, dans un second temps, donc il y a pu avoir l'évacuation. Et donc là, vous voyez une photo, puisque donc là, on est dans le hall du musée, où vous avez tout au fond en arrière-plan, en fait, les pompiers qui recherchaient les victimes, donc qui évacuent justement le mannequin. Et en même temps, là, les opérations, une fois que la victime avait été localisée, les opérations d'évacuation des œuvres donc avaient été enclenchées. Et donc le secteur protection est lui aussi en train d'évacuer des œuvres. Là, vous avez un petit condensé de tout ce qui s'est passé pendant cet exercice qui a eu une durée fixée à 2 heures. C'était vraiment mis en condition. Après, voilà, c'est avec des fausses œuvres. Pareil, vous arrivez peut-être à voir dans cette mosaïque de photographie une photo où il y a un tissu blanc qui est posé sur une œuvre qui faisait, enfin un panneau de bois en l'occurrence, mais qui symbolisait une œuvre de 2 à 3 mètres de haut. Et donc là, c'est parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore eu l'occasion d'acheter une bâche inifugée. Donc j'ai simplement pris un bout de Tyvek, de tissu, et ils avaient sur la fiche donc voilà comme instruction de bâcher cette œuvre-là. Ils avaient donc, comme on l'a vu aussi précédemment dans la présentation, donc j'avais refait donc une liste de fausses œuvres prioritaires, de fausses fiches d'œuvres prioritaires et un faux plan donc avec les différentes œuvres. Ils évacuaient aussi le matériel. Et ils suivaient donc les instructions sur les fiches. Et ce qui a été important et qui n'était pas envisagé, en tout cas moi je ne l'avais pas envisagé dans un premier temps sur la fiche mission, fiche réflexe de l'équipe œuvre, et ça a été fait, une initiative faite par les collègues et que j'ai repris maintenant a posteriori, c'est à la demande avec les pompiers et l'équipe œuvre, c'est de créer dans le hall du musée, vu que c'était en toute sécurité, un binôme musée
pompiers. Donc si vous voyez la colonne des photos tout à gauche, donc c'est la photo du milieu où il y a une de mes collègues qui est en train de parler avec un sapeur-pompier. Et en fait, il se répartissait les tâches. Donc lui envoyait au fur et à mesure donc, les équipes de pompiers évacuer les œuvres. Et ma collègue lui disait à chaque fois, c'est celle-ci en premier, parce que même si c'était marqué, en fait, il y avait plusieurs réactivités et la communication est vraiment primordiale sur ce type de, je pense, de sinistre. Et puis, donc une fois que les fausses œuvres étaient évacuées du musée, eh bien, on avait sur site, nous, le reste de l'équipe, donc à la fois des deux musées, hein, tout le monde a participé, les équipes qui prenaient le relais sur les sapeurs-pompiers. Et donc là, moi, j'avais pas brûlé les fausses œuvres ou mouillé, j'avais mis en fait des petites étiquettes pour indiquer que telle œuvre avait de la suite, telle œuvre était mouillée, telle œuvre était complètement détruite, ou au contraire, une œuvre était saine. Ce qui permettait ensuite aux collègues de trier, de faire la fiche de traçabilité. Et ensuite, donc, on emballait pour les œuvres qui pouvaient être emballées et on évacuait vers une fausse zone de repli au-delà de la voie du tramway. De cet exercice, on a ensuite fait tout de suite à chaud, en fin de journée, un rétex. Où vraiment on a confirmé qu'il y avait cette nécessité d'appropriation du plan de sauvegarde des biens culturels pour toutes les catégories de personnel des établissements, puisque là clairement il y a eu les administratifs, les agents de surveillance, la direction, les agents de conservation, la médiation, le service communication. Tout le monde a participé, mais du coup aussi c'était bien de les mettre dans des situations où l'organigramme du PSBC n'est pas forcément le même que celui de l'organigramme des musées. Donc tout le monde avait un rôle un peu prédéfini. On a vu aussi l'importance de travailler systématiquement en binôme avec les sapeurs-pompiers parce que ça a très bien marché dans le musée, mais à titre indicatif, voilà, à l'extérieur, mais vous le verrez peut-être dans une diapo ultérieure, j'avais pas eu le temps de floquer les chasubles, donc même si elles avaient des codes couleurs, le COST a eu beaucoup de mal à trouver son interlocuteur sur site. Et ça, vraiment, voilà, je confirme que c'est important de floquer les chasubles. Et puis, ça m'a permis aussi, moi, de préciser certaines missions, notamment au niveau de nos équipes de la communication, puisque dans la cellule de crise, donc qui n'était pas sur site, on avait la préfecture, la ville, la police municipale, la police nationale, enfin, tous ceux que je vous ai cités précédemment. Et donc, le communiqué de presse qu'on avait fait partir émane de la préfecture et non pas du service communication de la ville ou encore moins du musée. Et donc là, on a pu préciser aussi ces rôles. Alors, du coup, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire. Mais voilà, en tout cas, ce qui est appréciable, c'est que tous les collègues ont quand même quasiment joué le jeu. Alors, ils étaient au courant qu'il y avait quelque chose cet après-midi-là, mais en tout cas, ils sont tous venus participer. Et puis, ce qui a été aussi positif, c'est qu'au final, on a très bien communiqué avec les pompiers sur la localisation des œuvres, le même vocabulaire sur la dénomination des espaces, et ça a été plutôt appréciable. Nous, on avait testé le cas des talkie-walkie, mais on va repasser au téléphone parce que d'une part, on n'a pas assez de talkie-walkie, et puis il y a des problèmes de connexion, et puis il faut lire une notice pendant une demi-heure, donc ça n'a rien de très efficace, en tout cas pour nous. Voilà, et on va juste finir quand même parce que ça avait pris quand même toute l'après-midi, et juste pour terminer sur cet exercice, en fin de journée, c'était l'année où sortait aussi notre drame Brûle de Jean-Jacques Hano, et donc on a terminé par faire en fait un pot de convivialité avec tout le monde, donc, mais aussi les services assurances qui n'avaient pas participé à l'exercice mais qui étaient au courant avec les pompiers, avec la DRAC, et on a combiné ça avec une projection donc réservée
à toutes les personnes qui le voulaient, où on a présenté donc Notre-Dame brûle. Et ça a permis aussi de fédérer, parce que comme on l'a vu aussi précédemment, c'est des moments de stress même quand c'est un exercice. Et donc là, c'était l'occasion voilà, de finir entre guillemets en beauté, parce qu'on avait quand même réussi à sortir les œuvres qu'on avait localisées prioritaires, et la victime, bien entendu. Et là, je vais céder la parole à ma collègue pour le musée du temps. Je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'il nous reste assez peu de temps. Juste vous préciser qu'en fait, le contexte est complètement différent en ce qui concerne le musée du temps, à la fois dans le bâtiment en tant que tel, puisque nous, on est un bâtiment du XVIe siècle, une cour voilà, organisée autour d'une cour d'un quadrilatère. On abrite, outre les activités habituelles d'un musée, également une brasserie qui est reliée évidemment à notre SSI, mais c'est un risque supplémentaire. Et surtout, sur une partie du musée, on a inséré dans un bâti continu, ce qui donne, c'est un autre défi pour les services de secours, et une place de l'autre côté qui est très régulièrement utilisée pour les manifestations festives de la ville, donc un autre contexte en termes de bâtiments et de risques. Et puis aussi un autre contexte en termes d'organisation d'un exercice, puisque nous n'avons pas, et c'est peut-être paradoxal que je parle aujourd'hui, mais c'est pour ça que ça va être très court, nous n'avons pas organisé d'EGA, d'exercice de grande ampleur, parce que ça n'était pas une priorité dans la programmation de l'activité de la direction, et de fait, il n'y avait pas de moyens humains et financiers pour l'organisation d'un tel exercice. Sauf qu'on l'a entendu lors de ce webinaire, nous, on ne voulait pas renoncer ou même reporter cette phase cruciale de test du plan. Donc, on a vraiment décidé d'organiser malgré tout de mini-exercices, à la fois avec les sapeurs-pompiers et à la fois avec nos collègues. L'idée, évidemment, rien ne remplace un EGA, hein, ça c'est sûr, mais quand on n'a pas les conditions ni les moyens pour l'organiser, il est toujours possible, en fait, en tout cas c'est ce que nous on a mis en place, de fragmenter cet exercice, on l'a vu hein, lors de divers exemples, mais en test ciblé du PSBC. Donc on va tester la chaîne d'alerte, tester l'orientation des pompiers dans le bâtiment, tester du coup les plans, tester la lecture des fiches œuvres par exemple. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a souhaité mettre en place. On l'a fait, donc ce que je vais vous montrer, c'est avec les sapeurs-pompiers du SDIS 25. On l'a également fait avec quelques collègues. On a organisé des jeux de rôle avec un scénario ciblé, donc pour essayer de tester l'organisation et les réactions et surtout comment les choses se passaient entre les collègues. Mais donc là, je vais surtout parler des pompiers très rapidement. Donc, ce qu'on a souhaité mettre en place, en fait, c'est des jeux de pistes. Charlotte, après, l'a fait également au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, de manière très simple. Il y a beaucoup de texte sur la diapo, mais en fait, on accueillait les pompiers à l'extérieur du bâtiment. On leur donnait il y avait 3 équipes. On leur donnait un PSBC factice, un jeu de clés et un badge, et on les laissait se débrouiller. Donc il y avait toujours un agent de conservation avec eux en soutien, mais on était vraiment, nous on prenait du recul, on n'intervenait pas du tout, sauf s'il y avait une mauvaise manipulation. Mais l'idée c'était de les lâcher dans le bain. Donc c'est pour ça qu'on parle de semi-conditions. Évidemment, il n'y avait pas le stress d'une victime ou d'un feu en cours, mais malgré tout, ça nous a permis de tester notre plan et ce qu'on avait mis en place. Donc voilà quelques images. Donc là, c'est le briefing en haut à gauche, quelques évacuations d'œuvres. Et puis en bas à droite, la zone de traitement, zone de repli. Donc voilà pour les photos. Et puis on a poursuivi ces exercices qui ont duré à peu près 1 heure chacun par des ateliers de manipulation plus spécifiques à l'horlogerie, puisque le Musée du Temps, c'est évidemment nos collections principales sont des collections horlogères avec des horloges, des montres, des choses de petit format comme vous le voyez là sur les images, des choses de très grand format qu'il faut protéger sur place. Et puis enfin, une phase de repérage technique, ça c'est très classique sur les coupures de fluide, le SSI, etc. Donc le bilan de ces exercices, d'un côté, il y a les retours que les sapeurs-pompiers nous ont fait, qui a été d'une implication réelle en fait des sapeurs-pompiers au moment de ces exercices formation. Parce qu'ils étaient acteurs de cette formation, donc pas du tout passifs. Et ce côté très dynamique, finalement, les a rendus plus intéressés dans ce qu'ils étaient en train de faire. Ça a aussi fait naître de l'intérêt pour le bâtiment et les collections, parce que c'était une découverte ludique et aussi en autonomie. Et puis, on avait réalisé à cette occasion un petit pense-bête qui a très bien marché. On voit qu'il était conservé dans l'uniforme, tout simplement parce que des séances comme ça, on en a fait un peu plus de 10. Comme le disait Charlotte, on a touché 120 pompiers. Et donc, évidemment, certains sont revenus sur les formations, ils ont été réaffectés à ces manœuvres-là. Et donc, ils avaient encore ceux dépliant dans l'uniforme, et certains sont même venus en visite après privée au musée, ils nous l'ont dit. Donc ça, c'était vraiment très positif pour nous parce qu'ils s'approprient les lieux. C'est vraiment le but, qu'ils puissent tester leur lecture des plans, mais qu'ils soient aussi à l'aise dans le bâtiment, qui est un bâtiment complexe, comme beaucoup de bâtiments de musée.
Et puis les retours au niveau du musée, pour nous, ça a été vraiment de tester ce PSBC en semi-condition, d'avoir un regard opérationnel sur les plans, sur les fiches œuvres, sur les consignes de manipulation. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, donc on est vraiment ravis. Il y a eu évidemment plein de petites modifications, de choses, d'ajustements ou de choses à faire évoluer. Ça a aussi permis d'impliquer les équipes du musée, et ça, c'est un point très important qu'on travaille beaucoup avec Charlotte depuis 2 ans, sur comment faire naître l'intérêt au sein de nos équipes qui pensent qu'une fois que le plan est rédigé, ça s'arrête là. Or, nous, on se rend bien compte que c'est une très grande partie de notre temps de travail, donc ça ne s'arrête pas là. Et donc, ces exercices-là ont permis d'impliquer les équipes, puisque nos collègues agents de surveillance voyaient déambuler dans le musée des pompiers avec des plans à la main. Donc, ça a été très bien aussi de ce point de vue-là. Et puis surtout, on a noué des contacts pour des exercices hors PSBC, donc notamment l'utilisation de la grande échelle, faire venir des chenilles dans la cour, puisque les véhicules de secours ne rentrent pas dans la cour du musée du temps, et des visites réciproques, puisqu'on est allé, nous, visiter le centre opérationnel, enfin l'une des casernes, la caserne principale de Besançon, et puis le centre de traitement des appels. Enfin voilà, c'est des liens qui se créent à l'occasion aussi de ces moments-là. Donc, pourquoi pas multiplier ce type de mini-exercice lorsqu'évidemment votre SDIS est disponible et souhaite également le faire, mais pour nous, ça a été très précieux. Et pour conclure, en fait, je voulais juste vous dire aussi que, justement, comme le disait Séverine, on essaye depuis cette année, pour impliquer un peu plus nos collègues aussi, de mettre en place ce qu'on a appelé les cafés PSBC. Donc en gros, c'est une fois tous les 3 mois, on organise une séance de 3/4 d'heure sur différentes thématiques. Donc là, prochainement, on aura la 3e. On a commencé, la première, c'était en octobre. On a visité une zone de traitement qui correspond en fait à nous, à une salle de spectacle, entre guillemets. Et puis, dans un second temps, on a fait un petit mémoire des sinistres en utilisant notamment beaucoup de données aussi sur... il y a eu un bilan des sinistres d'ailleurs du bouclier bleu France qui a été fait, et ensuite en le rattachant à des sinistres qu'on peut connaître, puisque on parle aussi des grands sinistres, mais on a parfois une canalisation qui régulièrement qui fait des siennes, et on termine ce petit temps. C'est vraiment des temps très courts sur la base du volontariat ouvert donc aux collègues des 2 musées, et on finit par un petit temps de convivialité, café et petits gâteaux. Et voilà, en tout cas l'idée c'est de maintenir toujours un peu dans la tête de tout le monde qu'il peut y avoir un jour, je ne l'espère pas, mais un sinistre. Et puis désormais, en fait, notre direction nous a sollicité pour établir maintenant un PSBC de nos réserves externalisées. Et donc là, on est en train aussi de travailler dessus. Mais en fait, tout ce qui a été décrit précédemment sert pour améliorer les anciens PSBC qui maintenant sont effectifs, mais aussi pour permettre de faciliter la réalisation de celui des réserves. Et voilà, et on voulait vous remercier pour votre attention. Merci. J'ai arrêté le partage normalement. Est-ce que c'est bon? Beaucoup à toutes les deux pour cette présentation et l'énorme travail que vous avez réalisé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le chat pour nos collègues? Non, tout était très clair. Parfait. Eh bien, en tout cas, merci encore pour cette présentation à la fois instructive et inspirante pour nos collègues, enfin j'espère. Et donc nous continuons, on n'est pas très en avance, avec une petite séance questions fréquentes avant de passer à la conclusion. Alors, première petite question. Mon PSBC doit-il être achevé en totalité pour programmer un exercice? Juliette. Alors, oui, effectivement, Alain a déjà répondu à cette question. Non. En fait, on peut faire l'exercice un peu quand on veut, et c'est surtout, enfin comme on l'a dit et répété, c'est l'exercice qui va valider le PSBC. Donc effectivement, il faut quand même avoir un peu réfléchi à la question avant de se lancer, mais voilà, il faut même y aller dès que possible pour continuer de progresser. Combien de temps faut-il prévoir pour organiser un exercice PSBC? Sur quel rétroplanning miser?
Alors, comme on l'a vu et dit, plusieurs mois pour les gros exercices, les exercices grandeur nature, quelques semaines à quelques mois pour les petites formations qui sont mises en place. Il me semble que nos collègues de Thionville disaient 4 mois. Ou Besançon, 4 mois pour la mise en place de leur exercice. Donc voilà, donc ça dépend vraiment du dimensionnement de l'exercice et ce qui est imaginé au préalable. Et puis surtout, en fait, on le fait en binôme et ça prend pas 6 mois évidemment de temps plein. C'est en fonction des réponses qu'on peut avoir et voilà. Donc aléatoire en fonction du choix du scénario. Quels sont les espaces les plus appropriés pour être le théâtre de l'exercice ? Eh bien, en fait, c'est comme vous voulez finalement. Vous pouvez soit choisir d'utiliser vos espaces habituels, soit recréer, comme l'ont fait nos collègues de Besançon, des espaces un peu factices, une salle qui est habituellement vide ou utilisée pour autre chose, et créer une espèce de fausse salle d'exposition où vous aurez installé vos fausses œuvres ou vos vraies œuvres au choix. Par contre, il y a quand même effectivement des petites choses auxquelles veiller ou à adapter selon ce que vous choisissez de faire. Effectivement, si vous utilisez votre vraie salle d'expo, il ne faut pas faire n'importe quoi dedans au risque de contaminer l'espace et ensuite vos vraies œuvres que vous allez remettre dedans, donc pas trop mouiller, pas trop salir cet espace pour pas risquer la contamination. Et par contre, si c'est un espace qui n'est pas utilisé de manière muséographique habituellement, là vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez en protégeant quand même un peu votre espace et vos surfaces préalablement, mais là vous pouvez y aller pour dégrader les œuvres fictives si vous le souhaitez. Dois-je mobiliser l'ensemble de l'établissement pour réaliser un exercice ? Alors, c'est toujours pareil, oui et non. C'est toujours mieux d'avoir le maximum de personnes parce que l'idée, c'est quand même de partager avec l'établissement la culture du risque et le plan de sauvegarde, de permettre de te l'approprier. Donc, plus il y aura de monde et mieux c'est. Après, c'est compliqué de gérer beaucoup de monde aussi dans le cadre d'un exercice. Donc le mieux, c'est comme vous l'avez vu à travers les mini-sessions qui ont été faites par exemple avec le musée d'art de Besançon, le musée du temps, de faire des petites sessions qui permettent de capter le maximum de monde et puis après de faire, quand on le peut, de gros exercices qui engagent plus de personnes en même temps au même moment. Mais évidemment, plus il y aura de gens formés et mieux ce sera. En quoi consistent les fiches réflexes de la partie fonctionnelle du PSBC ? Alors, les fameuses fiches réflexes dont on vous parle déjà depuis un certain temps. C'est vrai que c'est pas toujours clair pour les uns et les autres qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on met dedans. En fait, c'est assez transparent comme nom, les fiches réflexes, pour vous éviter de réfléchir et d'avoir vraiment tout marqué sur cette fiche. Effectivement, on l'a déjà évoqué, je crois, lors d'un sinistre, on n'a pas forcément tous les neurones qui se connectent correctement. Donc il faut vraiment être très opérationnel et très efficace tout de suite. Et donc on essaye de vous mâcher le travail pour que vous ayez à réfléchir le moins possible. Donc en fait, c'est une fiche où vraiment il y a les missions et les opérations que chacun doit mener qui sont détaillées. Et donc effectivement, elles doivent être facilement accessibles dans la partie donc fonctionnelle du PSBC et elles doivent pouvoir être distribuées aux personnes concernées, voire affichées, le cas échéant. Et donc effectivement, vous pouvez mettre dedans un certain nombre de choses. Ça peut concerner l'organisation des équipes, donc avec les missions des uns et des autres. Vous pouvez avoir des petites fiches aussi qui récapitulent l'organisation des espaces, espaces de repli, espaces de traitement peut-être surtout. Des fiches qui vont concerner le tri des œuvres sinistrées, qu'est-ce qu'il faut faire avec les œuvres intactes plus ou moins, ce qui est sec, ce qui est humide, ce qui est mouillé. Des petites fiches aussi qui vous récapitulent ce qu'on fait pour la manipulation d'œuvres sinistrées, le traitement des collections, etc., etc. Donc vraiment, vous pouvez décliner ça un peu sur tout type de sujet. Le but du jeu, c'est de vraiment faciliter le travail de vos collègues. Je crois que c'est... Oui, et du coup, quelques ressources pour vous aider éventuellement à la conception de ces fiches. Donc,
Il y en a quelques-unes donc sur notre site internet dans la partie PSBC, peut-être les avez-vous déjà vues. Il y a l'ICROM également qui a fait un petit manuel sur l'évacuation d'urgence des collections. Le vadémécum du bouclier bleu également. Et puis des fiches pratiques qui ont été établies par la FFCR, donc la Fédération française des professionnels de la conservation-restauration. Donc voilà, qui ont fait une fiche avec des conseils pour réagir en cas de sinistre. Et aussi, pour des typologies spécifiques d'œuvres, voilà, vous avez des ressources sur le site de la BNF. Donc là, c'est plutôt pour des documents papier, on va dire. Vous avez des documents sur le SIAF, donc là ce sera plutôt sur le site du SIAF, pardon, pour les archives, qui peuvent être complétées aussi par des fiches, ou un petit topo réalisé par le Centre de gestion de Loire-Atlantique, donc là aussi sur les archives. Et vous avez aussi des ressources sur l'ICC, alors c'est un peu plus loin de chez nous, mais ça marche aussi très bien, sur le traitement d'urgence, ici en l'occurrence des peintures sur toile endommagées par l'eau. Donc voilà, un certain nombre de ressources pour vous aider dans la rédaction de ces fiches. Alors, je crois que Jocelyn, tu avais quelques questions. Effectivement, nous avons eu quelques questions sur le chat à destination de nos intervenants. Alors, déjà un complément d'information apporté par Bénédicte Joly, qui est intervenu pour le musée de la Tour aux Puces à Thionville, qui indique que, en ce qui concerne le sujet de la temporalité pour organiser un exercice, qu'elle avait profité de la crise sanitaire pour organiser un exercice de type manœuvre et que ça lui avait pris 2 à 3 mois pour organiser cet exercice-là dans une situation effectivement de crise sanitaire. Ça a été une opportunité justement pour pouvoir organiser l'exercice. Et sinon, des questions concernant les interventions, donc pour l'exercice Saint-Denis, donc à destination de Marie et de Philippe. Pour l'exercice à Saint-Denis, est-ce une erreur des pompiers d'être partis avec le PSBC ou faut-il prévoir d'en avoir 2 jeux conservés sur place pour qu'il en reste toujours un à côté des personnels? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure en aparté avec Marie, effectivement, donc nous, les pompiers vont forcément arriver dans les premiers, vont prendre le PSBC à leur compte. Et il faudra absolument ensuite, comme on parlait tout à l'heure de la nécessité de communication, il faudra que le responsable donc, soit de l'établissement de la conservation ou du bouclier bleu, en liaison avec le COS, se réapproprie entre guillemets le PSBC et qu'il y ait vraiment un partage des tâches entre les deux. Mais effectivement, le COS aura normalement en premier le PSBC en main. Mais c'est pas chose gardée. Hein. Au contraire, il faut bien partager ce document-là qui est très important. Bon, là, pour l'exercice, c'est un PSBC d'exercice qui a été fait et qui n'était pas relié. Donc, les pages ont été distribuées un peu partout, quoi. Donc, voilà. Je passe quand même la parole à Marie qui va compléter. Juste, je rajoute avant. Du coup, là, donc ils n'ont pas fait d'erreur en partant avec. Le problème, c'était la reliure, donc il a été dispersé. Mais après, on en a rediscuté au niveau du rétex. Et c'est vrai qu'avoir plusieurs exemplaires du PSBC ou même une version imprimable, ce qui est possible au PC, c'est quand même très intéressant. Et ce que je voulais rajouter, c'est que là aussi, il faut distinguer 2 types de fiches. C'est les fiches pour les pompiers au départ, ce que j'appelle les P1. C'est ce que les pompiers vont pouvoir sortir très rapidement pendant qu'ils interviennent. Et il y a les P2, ça c'est feu éteint. C'est feu éteint, de toute façon, on ne va pas laisser les autres œuvres. Donc de toute façon, il faudra les sortir. Donc on peut considérer qu'éventuellement, on peut avoir un premier dossier qui est vraiment le dossier d'urgence, qui est tout ce qu'il faut sortir vraiment en priorité, ce qu'on appelle chez nous l'attaque et protection. C'est-à-dire on va attaquer d'un côté, et c'est pour ça que dans les cathédrales, par exemple, on demande un zonage. Donc zoner, c'est-à-dire éventuellement couper la cathédrale en 2 entre la nef et le chœur. Si ça brûle au niveau de l'orgue, on peut toujours protéger des choses côté chœur. La sacristie peut être une 3e zone, la presbytère une 4e, etc. Voilà. Mais c'est pour dire, éventuellement, je sais que là, je peux tout de suite protéger certaines choses en premier. Et puis après, il y a le 2e temps de la manœuvre, où là, on va prendre fiche par fiche, et puis on va, en sécurité, sortir et protéger tous les éléments.
Merci beaucoup. Et encore, alors il y a encore deux autres questions orientées pour Alain et Philippe. Une question qui était en fait aussi au sujet justement du fameux PSBC, de sa présence éventuelle conseiller ou au contraire à des conseillers au sein si tant est qu'il soit mis à jour au sein des centres. Est-ce que justement en complément du plan Étaré, donc pour effectivement la question est toujours de savoir est-ce que c'est une bonne chose ou une... Non, le PSBC, on veut surtout pas qu'il soit dans un centre de secours. Donc nous, on a notre dossier, enfin les centres de secours ont les dossiers étarés. Les PSBC, on a la notion qu'ils existent dans les établissements, mais le PSBC est bien au sein de l'établissement. Par contre, les pompiers devront connaître forcément l'emplacement du PSBC, c'est-à-dire qu'il peut être défini en lien, en communication et en échange avec le responsable de l'établissement. Mais en aucun cas, les pompiers n'auront les PSBC au centre de secours. Je ne sais pas si Alain, tu veux compléter. Oui, parfois, souvent, on les met avec le registre de sécurité, dans la boîte qui va bien. Voilà. Et donc, on trouve tout ce beau monde au même endroit. Une autre question encore était, je crois qu'il y a eu encore une autre question sur le chat. Une autre question concernant le financement. Du coup, la question qui était posée, c'est lors d'un exercice avec les pompiers, y a-t-il un défraiement à prévoir? Se déplace-t-il gratuitement ou et en fonction effectivement de type de la nature des équipements qui peuvent être plus ou moins lourds. Donc Bénédicte Joly pour le musée de Thionville a précisé que les pompiers étaient intervenus gratuitement. Mais elle voulait effectivement une autre. Oui, je confirme, on intervient gratuitement, bien évidemment. Alors, pour la partie financement, c'est le financement des œuvres factices, etc. Mais ça, c'est pas côté pompier, c'est côté établissement en fait. Donc nous on fait l'exercice gratuitement, bien évidemment. C'est pas forcément vrai pour les pompiers volontaires. Il faut bien comprendre que suffit pas qu'on arrive et on dit on veut faire un exercice avec les pompiers. Parce qu'effectivement, si on intègre des pompiers volontaires, il faut qu'ils soient défrayés. Donc le pompier volontaire, qui c'est qui paye? Quand ils interviennent pour une intervention réelle, c'est le préfet qui prend la main. Quand ils interviennent pour un exercice, c'est le président du conseil d'administration du SDIS. Et c'est lui qui va payer les pompiers parce qu'il a un budget pour ça. Voilà, donc ça se fait pas comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est des discussions qui doivent être faites en amont. Merci beaucoup. Du coup, il y a d'autres questions, désolé, sur le chat. Une question, si on doit évacuer des œuvres transmettant la chaleur, notamment des œuvres métalliques, la mesure où, en cas d'incendie, la température est amenée à monter très rapidement, est-ce que, dans le cadre du matériel de premier secours, est-ce que de première urgence, doit-on prévoir des gants préservant la chaleur pour les manipuler ou les gants des pompiers suffisent? Oui, donc les pompiers ont des gants d'intervention, donc ils seront forcément protégés. On ne va jamais intervenir main nue, donc on aura forcément, nous, des gants d'intervention. Et encore une dernière question qui avait déjà été évoquée lors d'une autre séance, mais qui revient effectivement et qui rebondit sur ce que vous disiez, Alain, sur votre remarque, Alain. C'est mettre le PSBC à l'entrée du musée dans la boîte qui va bien. Est-ce que ce n'est pas facilité aussi un risque de sûreté? Est-ce que ça ne pose pas aussi de contrebalancer avec un risque pour la sûreté? Mais ça, c'était quelque chose qui était effectivement avait déjà été évoqué par rapport à la balance des risques. Est-ce que c'est sécurité ou sûreté? Oui, enfin voilà, le PSBC sera dans un emplacement défini avec le responsable de l'établissement en liaison avec les pompiers. Mais voilà, c'est pas affiché en gros ici PSBC quoi. Enfin voilà. Merci beaucoup. C'était les dernières questions. Merci beaucoup à vous. On va maintenant conclure. Il se fait tard, on va vous libérer, en tout cas libérer ceux qui sont prisonniers chez nous au C2. Je ne sais pas si ça marche encore. Si ça marche. Alors, en conclusion, bon, l'affaire plan de sauvegarde continue évidemment, même si le webinaire s'achève aujourd'hui, notamment d'un point de vue du développement technologique. Vous avez entendu parler de la dématérialisation des plans de sauvegarde avec les PSBC 3D ou QR code. Donc ça, c'est des choses qui continuent de se développer. D'un point de vue technologique chez les pompiers,
Mais on peut citer le robot Helios du SDI 60 qui est ici sur une photo à Chantilly, au château de Chantilly, mais qui est prévu pour la protection des œuvres monumentales et notamment l'horloge astronomique de la cathédrale de Beauvais. En dessous, les lances diphasiques des pompiers qui s'équipent peu à peu de ces nouveaux dispositifs et qui permettent d'utiliser beaucoup moins d'eau que les lances actuelles, et les pompiers qui sont ici pourront peut-être vous en parler un petit peu pour ceux que ça intéresse. Et puis après, des petits jeux comme le Louvre l'a créé pour ces pompiers, pour leur permettre de se repérer dans des bâtiments complexes comme celui du Palais du Louvre. Du côté des programmes européens, on a un des représentants ici du programme Proculteur Net 3 maintenant, qui est reconduit pour cette nouvelle année, dont le but est toujours d'associer la sécurité civile, le monde du patrimoine pour renforcer et développer les capacités des États sur la protection du patrimoine. Les programmes Interreg qui permettent aussi de travailler spécifiquement sur des questions de protection du patrimoine, les projets de l'UNESCO, peut-être que Marie aussi qui travaille à l'UNESCO aura peut-être des éléments à vous fournir. Et puis évidemment, on voulait vous dire que le plan de sauvegarde, c'est pas vraiment une fin en soi. Alors vous allez dire, mais tout ça pour ça, on a fait un an de webinaire pour se dire que finalement c'est pas une fin en soi. Alors oui, on est quand même content de l'avoir achevé, mais quand même l'idée c'est de partager la culture du risque, d'avoir conscience qu'on est dans des environnements mouvants et que tout est possible. Donc mieux on est préparé et mieux c'est. Évidemment, on n'a parlé que du plan de sauvegarde, on n'a pas parlé de la partie crue et PPCI, plan de protection contre les inondations. Donc ça, c'est encore aussi quelque chose à faire, sachant que la Cour des comptes rappelle dans son dernier rapport que on n'est pas prêt. Je dis ça, je dis rien. Et puis, pour finir par un peu de poésie, alors en relisant la fable du chêne et du roseau, on s'aperçoit quand même que Jean de La Fontaine avait inventé le concept de résilience il y a déjà bien longtemps. Avec le roseau qui plie et ne se rompt pas, donc qui peut aussi inspirer encore de nouvelles générations. On voulait vous dire que pour nous, avec une petite rétrospective, tout ce travail a commencé il y a fort longtemps, il y a 5 ans, avec les ateliers, et on a tous travaillé, tout le département qui est ici présent a travaillé dessus. En tout cas, les personnes du département qui ont travaillé dessus sont présentes dans la salle. Alors, à titre personnel, je tiens à les remercier toutes et tous individuellement pour leur implication et puis pour tous les bons moments qu'on a quand même partagés malgré tout ce travail-là, qui ont nourri et qui ont apporté, j'espère, pas mal de choses. On en profite aussi pour remercier la direction du C2 qui a soutenu le projet, le ministère de la Culture qui l'a en partie financé, et puis évidemment tous les intervenants, les partenaires qui nous ont accompagnés pour chaque session, dans chaque atelier, et sans qui tout ce dispositif n'aurait pas pu exister. Donc on vous est à tous extrêmement reconnaissants. On remercie aussi le public qui nous a suivis et qui est venu assidûment et qui continue de nous suivre en ligne ou en replay. L'équipe de captation qui a bravé tous les dangers des équipements du C2RMF, donc bravo. Et donc voilà, un grand merci à tous. Donc effectivement, c'est la fin d'une grande étape pour nous. On continuera de notre côté à travailler sur ce sujet, à vous proposer de la documentation, des fiches. Donc la prochaine étape, aujourd'hui, on a finalisé la traduction du plan de sauvegarde en anglais qu'on publiera dans les prochains jours. Des fiches incendies qui seront apparaître, le guide exercice qu'on espère pouvoir rédiger avec Alain. Et voilà, plein d'autres choses. Pour parler de l'actualité des collègues sur le sujet, parce qu'il y en a... Il y a les collègues aussi qui font énormément. La FROA qui a travaillé sur ce sujet à travers ses séminaires, les formations du bouclier bleu, les ateliers PSBC du SIAF et ceux du SLL, et on a une représentante qui est ici aussi présente pour vous en parler pour les bibliothèques. Les formations de la DELPAT pour la question de la protection du patrimoine en temps de guerre. Donc vous voyez, beaucoup de choses qui continuent, qui perdurent. Et pour vraiment les aficionados de la protection du patrimoine, de nouveaux rendez-vous. Sachez que 2024, c'est les 70 ans de la Convention de La Haye, donc avec des cérémonies, des célébrations qui auront lieu un peu partout en France.
Du 30 au 31 mai, une formation sur les plans de sauvegarde pour les archives. La journée d'études du bouclier bleu, intervenir en temps de crise de la théorie à la pratique, où vous aurez l'occasion de voir Alain sur d'autres, sur les sujets d'exercice, mais sur d'autres sujets. Ah oui, oui. Le 12 et 14 juin, la formation à Genève des plans de sauvegarde animés, coordonnés par l'INP, et une journée d'échange qu'on vous invite à regarder dans le cadre des présentations nomades de la DRAC Centre Val-de-Loire, la prévention des risques dans les bâtiments patrimoniaux. Voilà, alors restez actifs. Aujourd'hui, encore un petit incendie dans une église, donc on est toujours mieux à être formé, à être actif et à s'entraider. Donc engagez-vous, que ce soit dans le milieu associatif. Ah ben voilà, donc si vous voulez participer à des exercices, venez au bouclier bleu, allez chez les pompiers, devenez expert patrimoine avec eux, réservistes, enfin bref, continuez avec maintenant tout ce que vous avez appris et vous êtes maintenant dans la nouvelle communauté de la protection du patrimoine. Donc voilà, on espère vous y retrouver nombreux. Moi j'invite mes collègues à venir sur scène pour les adieux. Pascal, de loin, tu es là. Tu nous soutiens. Voilà, ben merci à tous et puis c'était une belle aventure partagée avec vous, donc merci. Bah, merci à toi Marie, parce que... Pardon, oui, juste, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que tu as tout fait parfaitement comme d'habitude. Je pense parler au nom de tout le monde en te remerciant pour cette très chouette aventure, parce que c'est toi qui l'as initiée et tu as su insuffler à toute l'équipe déjà beaucoup de dynamisme, de bonne humeur et nous entraîner tous dans cette aventure PSBC. Donc bravo et merci pour tout ce temps passé ensemble et tout ce qu'on a pu faire. Les moments de travail et de sympathie aussi. Voilà. Merci.